Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, l'émission qui décrypte l'actualité en compagnie de Georges Calixte, notre expert politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV et surtout merci de nous être fidèles pour analyser l'actualité. Alors, comme chaque vendredi soir, nous reviendrons sur 3 sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Nous débuterons par la disparition d'une figure locale, Ibo Simon, une figure de premier plan qui s'en est allée et la Guadeloupe lui a rendu un vibrant hommage. Nous reviendrons un petit peu sur sa carrière. Nous traiterons également des aides consécutives au passage de Fiona. Avec 2 semaines de recul, nous pouvons analyser un petit peu ce qui se passe pour les sinistrés. Pour clôturer notre rendez-vous par un sujet qui est revenu mardi, la prise illégale d'intérêt. Nous verrons un petit peu de quoi il s'agit précisément. C'est parti ? On y va. Alors Georges, cette semaine, Ibo Simon nous a quittés. On s'en souvient très bien pour ses différentes casquettes. Il était journaliste, on l'a connu dans le monde des médias, de la musique, de la politique, bien évidemment. Donc je disais tout à l'heure, les Guadeloupéens lui ont rendu un vibrant hommage. C'était un homme qui ne laissait pas indifférent. Il était soit très apprécié pour son franc-parler, soit détesté. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur son caractère controversé? D'où ça vient? Il a fallu trouver un mot, un concept pour qualifier Ibo Simon. C'est la raison pour laquelle le concept d'iconoclaste m'a paru le plus approprié. D'autant que c'est quelqu'un qui est né au début des années 40, dont les parents ont connu le temps serein, qui est d'un milieu très modeste, et qui a su devenir une personnalité publique. Alors quand je parle d'iconoclaste, et je pense que ça correspond bien à l'image qu'a laissé Ibo Simon, c'est celui qui s'oppose à la fois aux images, aux icônes et aux traditions. S'opposer aux images, vous voyez bien qu'en tant qu'homme de médias, il avait un langage très spontané, qui n'était pas prédéfini, alors que traditionnellement, lorsqu'on s'exprime au niveau des médias, il y a un sens de la mesure où on peut dire tout ce que l'on veut, mais suivant une norme linguistique. Ibo Simon était bien en dehors de cette norme linguistique. Pareil, en ce qui concerne l'image qu'il donnait, il avait un mode vestimentaire qui était très particulier, bien à lui. Ses vêtements d'ailleurs qu'il fabriquait pour la plupart lui-même ont été exposés, en tout cas à côté de son corps. Et c'est vrai qu'en termes d'image, c'est quelqu'un qui avait cette facilité d'être accepté par l'autre, au point qu'il faisait des émissions, on sent sans les avoir préparées, mais il avait cette spontanéité et il était quasiment bien accueilli. J'ai rarement vu quand il interviewait des gens, certains dire non, pas répondre Ibo. Il était toujours très proche. Donc, effectivement, il a su donner une image, mais qui s'oppose aux images traditionnelles que l'on peut connaître sur le plan médiatique. Sur le plan maintenant des traditions, il y a la tradition socioculturelle de tolérance en France et donc à la Guadeloupe, mais lui, le premier, a attiré l'attention sur l'émergence d'un certain nombre de communautés qui arrivaient en tout cas à la Guadeloupe. Alors même si, et ça fait partie des éléments de controverse, puisque bon nombre d'étrangers qui arrivent chez nous arrivent parce que notre population diminue, et que sur le plan socio-économique, il y a des espaces que nous laissons libres, je pense à l'agriculture, que nous ne voulons pas occuper, et que d'autres étrangers acceptent en tout cas d'occuper ces espaces. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il a toujours été de ceux qui se sont opposés à cette tradition de tolérance en dénonçant l'arrivée et l'émergence de certaines communautés. Enfin, sur le plan de l'idolâtrie, je prends ce terme qui peut-être est beaucoup plus lié à la pensée judéo-chrétienne, mais qui est applicable à la pensée politique. Rappelez-vous que nous avions à la Guadeloupe, en tout cas à Pointe-à-Pitre, une idole qui était Henri Bangou, l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, pendant près de 40 ans, qui était littéralement adulé
adoré, donc idolâtré par un certain nombre de personnes, et Ibo Simon l'a mis en ballottage, preuve que l'électorat avait commencé sa bascule de représentation et que l'idolâtrie n'était plus l'élément déterminant du jugement politique parce que le charisme était déjà en phase de baisse, en tout cas dans la représentation collective. Donc, pour ces oppositions aux images, pour ces oppositions aux idoles, pour ces oppositions aux traditions, Ibo Simon n'a pu laisser indifférent, controversé ou pas. La seule chose que je peux souhaiter, c'est peut-être de rappeler une pensée de Confucius qui disait que le véritable tombeau des morts n'est jamais le cimetière, mais le cœur oublieux des vivants. Ceux qui ont adhéré à sa pensée, eh bien, écoutez, puissent-ils continuer à propager une idée qui, de toute façon, ne nous a pas laissé indifférents. Tout à fait. Nous passons au deuxième sujet. Je vous en prie. Alors, la tempête Fiona, voilà 2 semaines maintenant qu'elle a ravagé les îles de Guadeloupe. On a un petit peu plus de recul pour pouvoir analyser les différents fonds qui sont disponibles et du côté de l'État et du côté des collectivités. Justement, qu'en est-il avec ce petit recul des fonds actuellement disponibles et surtout à quel public ils sont destinés? D'abord, sur la disponibilité de ces fonds, on cerne mieux maintenant l'ensemble des acteurs qui entrent. Alors des acteurs institutionnels et des acteurs spontanés. J'entends par acteurs institutionnels les communes, le département, la région, l'État, l'intercommunalité, y compris des institutions telles que la Caisse générale de sécurité sociale. Et quand je parle de structures informelles, il y a eu des associations ad hoc qui se sont constituées pour la circonstance et qui interviennent. Alors concernant les collectivités territoriales, le département s'est engagé par l'intermédiaire de ses assistantes sociales et en lien avec les CECAS des communes pour une aide qui a été ciblée de première urgence. Et dans cette urgence, il a été bien identifié les produits de première nécessité, le mobilier, en tout cas ce qui est essentiel à la vie en urgence. La région n'a pas encore bien précisé les critères qui permettront l'aide aux acteurs économiques. Pour l'instant, le conseil régional en tout cas a précisé que de toute façon, il s'engagera aussi bien pour l'aide aux acteurs économiques que pour la reconstruction. Et les communes sont en situation difficile, mais par l'intermédiaire de leur CECAS, ont commencé à entrer en complémentarité avec le département pour les aides de première nécessité. Je voudrais quand même insister sur un fonds particulier qui est le fonds de secours outre-mer. Ce fonds qui a été, alors dans les modalités et les conditions d'utilisation ont été définies par une circulaire en 2012. Ce fonds concerne la partie non assurable des dégâts. Quand je dis non assurable, ce qui peut être assuré et qui ne l'est pas, n'est pas concerné. Pour être beaucoup plus précis, ce fonds concerne à la fois les acteurs économiques. Un exemple, l'année dernière, en tout cas pour l'ouragan Maria, si je prends l'exemple de l'agriculture, eh bien 4,4 millions ont été donnés aux agriculteurs, dont 3,5 millions pour la perte de fonds et 900 000 € pour la perte de récolte. La pêche, 507 000 € et l'aquaculture, 71 000 €. Cela veut dire qu'il y a bien mobilisation du fonds de secours outre-mer, mais que ce fonds ne peut concerner que la part non assurée. Pour revenir aux collectivités territoriales, le fonds ne va pas entrer pour les bâtiments, parce que les bâtiments sont assurables. Par contre, tout ce qui concerne les ponts, les routes, les réseaux d'assainissement ou d'eau,
le fonds va intervenir puisque ce sont des éléments qui, au terme du Code général des collectivités territoriales, n'ont pas une obligation, en tout cas ne sont pas assurables. Donc, pour l'instant, il y a une mobilisation. Concrètement, les collectivités territoriales sont les premières concernées et donnent des aides d'urgence. Mais vous m'avez posé la question des publics qui sont concernés. Sont concernés ceux qui n'ont pas pu s'assurer et qui par conséquent sont en situation de précarité ou de difficultés sociales et économiques. Autrement dit, si vous présentez un dossier, que vous appartenez à la classe moyenne et que vous n'avez pas assuré, en tout cas un bien qui est assurable et que vous n'avez pas assuré, vous n'êtes absolument pas indemnisable. Donc en réalité, seuls ceux qui sont titulaires des minima sociaux, ceux qui sont les plus en difficulté, et c'est valable également pour le Fonds de secours pour l'outre-mer, seuls eux dont on estime qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir assurer leurs biens, eh bien ceux-là vont bénéficier de l'aide au niveau de l'outre-mer. Alors je rappelle que ce Fonds de secours pour l'outre-mer au niveau de l'État, chaque année dans la loi de finances initiale, c'est environ 10 millions d'euros, mais on constate que parfois ce chiffre est doublé, puisque par exemple en 2018, ce fonds était de 20 millions d'euros, et que concernant la Guadeloupe en 2018, dans le cadre de ce fonds, pas moins de 20 millions d'euros ont été consacrés lors du passage de l'ouragan Maria et de la tempête Irma. Dernier élément, je me rendais compte que l'Europe également peut intervenir au titre des aides. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le plan de développement rural et particulièrement la mesure 5 du FEADER qui, en tout cas en 2020, avait consacré 2,3 millions d'euros pour la Guadeloupe. Donc, il existe de nombreuses sources d'aide. Malheureusement, il faut encore revenir à la problématique de la gestion de la multiplicité des sources décisionnelles. Et là encore, on revient à la notion de guichet unique pour cette problématique en lien avec le passage des catastrophes naturelles. Je pense qu'au-delà des éléments de coordination qui existent bien sûr, il faudrait systématiser l'existence d'un guichet unique où, par exemple, les services de l'État, les collectivités territoriales et d'autres acteurs institutionnels se rassemblent et lorsque, quelle que soit la demande qui est formulée, eh bien, l'acteur qui est le plus à même à pouvoir répondre puisse se manifester. D'autre part, à côté de cet aspect lié à la structure unique, se pose également le problème des conditions. Et souvent, par exemple, pour les acteurs économiques, nous l'avons évoqué la dernière fois, il faut qu'il y ait des conditions et ce genre d'événement, on l'a vu pour la Covid-19, eh bien, les prêts garantis par l'État ou certaines aides étaient conditionnés à la régularisation des entreprises par rapport à leurs obligations sociales et fiscales. Donc parfois, c'est un moyen de pouvoir inciter les entreprises à régulariser et certaines s'en vont. De même que pour les communes qui sont en difficulté, j'ai entendu cette semaine le maire de Capesterre s'exprimer en disant que sa commune est très endettée, qu'elle ne pourra pas faire grand-chose. Il y a dans le budget Outre-mer une enveloppe de 30 millions d'euros pour les communes qui sont en difficulté, mais attention, l'aide qui peut être attribuée, les sous-conditions, en particulier l'obligation de diminuer un certain nombre de ratios, surtout celui en relation avec les ressources humaines. Donc vous voyez qu'il faudra attendre, mais les choses se mettent en place lentement, mais certainement, on verra par la suite quelles sont les exigences qui sont très spécifiques à la gestion de cette situation. Très bien. On attaque notre dernier sujet du soir. On y va. Alors, cette semaine, mardi dernier précisément, le tribunal correctionnel s'est prononcé sur une situation qui s'est présentée en décembre dernier, enfin décembre 2019, soyons précis. Lors du concert anniversaire des 40 ans de Cassave, la Cour régionale des comptes, la CRC, avait pointé des irrégularités
liées aux subventions versées. Et deux des protagonistes donc, qui étaient visés ont été donc, reçus par ce tribunal. Le procureur a requis 8 mois de prison et des amendes. J'aimerais avec vous ce soir que nous revenions sur ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. Et donc un petit peu à définir de quoi il s'agit et qui peut être concerné par cela. Oui, d'abord, le procureur a demandé 8 mois de prison avec sursis, mais c'est le jugement qui compte. Bien sûr. Donc la décision qui sera prise par les juges, décision qui a été mise en délibéré. En fait, la prise illégale d'intérêt consiste à veiller à ce qu'aucun des acteurs n'utilise les moyens de l'intérêt général, donc les moyens qui doivent être mis à disposition de chacun d'entre nous, par exemple un marché public pour une construction ou autre, à leur profit personnel. Autrement dit, cette prise illégale d'intérêt vise à bien séparer l'intérêt privé de l'intérêt public. Alors, qui peut être concerné? Parce que c'est dans des conditions bien particulières. Si c'est en lien avec l'intérêt général, ça ne peut être que des personnes qui ont une charge d'intérêt général qui peuvent être concernées par la prise illégale d'intérêt. Et je vous propose très rapidement de faire le point sur les 4 catégories de publics qui sont concernés par cette prise illégale d'intérêt, qui est définie du reste à l'article 432-12 du Code pénal. La première catégorie, ce sont les fonctionnaires qui sont en charge d'une mission de service public. Et pour les téléspectateurs d'Éclair TV, il y a une jurisprudence intéressante, celle du Conseil d'État, c'est la 307-772 du 2 juin 2010, pardon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Un fonctionnaire de police qui était commissaire avait des actions dans un immeuble, puisque l'immeuble était géré dans le cadre d'une SCI. Il a procédé à l'expulsion d'un certain nombre de locataires de l'immeuble. Le Conseil d'État, puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire, a estimé qu'à partir du moment où il a des actions dans l'immeuble, il y avait eu une célérité anormalement rapide des procédures et que par conséquent, il y avait pour lui prise illégale d'intérêt. Donc, fonctionnaire en charge d'une mission de service public. Deuxièmement, les personnes qui sont chargées d'une mission de service public. Par exemple, une collectivité n'a pas l'ingénierie pour un marché, il fait appel à un cabinet d'architectes. Ce cabinet et cet architecte sont investis d'une mission de service public puisqu'ils agissent en lieu et place d'une collectivité dans le cadre d'une délégation. Eh bien, ils sont également concernés par ce problème et un exemple parmi tant d'autres qui a été donné par la Chambre criminelle le 16-6-2000, c'est le 99-84-504 pour nos téléspectateurs. Et que s'est-il passé? Eh bien, l'architecte appartenait à une société et en même temps conseillait une collectivité pour des appels d'offres. Et bien évidemment, parmi les sociétés qui faisaient partie de l'appel d'offres, il y a celle dont il était actionnaire. Et on a donc, en tout cas la Chambre criminelle, a estimé que dans cette affaire, l'architecte était investi d'une mission de service public, qu'il savait de toute façon quelles étaient les conditions, et par conséquent, la société dans laquelle il était actionnaire était plus à même à pouvoir présenter, en tout cas par rapport au cahier des charges, des propositions qu'en amont, il avait préparées. Effectivement, il y a cette situation. Troisième cas de figure, c'est le mandat électif. On le voit souvent sur les marchés publics. La prise illégale d'intérêt, elle est à la fois matérielle mais elle est morale. Si vous favorisez par exemple vos connaissances, si vous favorisez des proches, il y a, dans le cadre du mandat électif, usage des moyens publics à des fins personnelles privées
et par conséquent il y a la prise illégale d'intérêt. Et la jurisprudence a été plus loin, puisque depuis 1998, c'est la jurisprudence 96, 83, 990 de la Cour de cassation, et depuis 1998, ceux qui ont une influence sur la décision, quand bien même ils ne sont pas directement concernés par rapport au statut de fonctionnaire, eh bien ceux-là aussi, par le fait qu'ils aient influencé dans le cadre de cette prise illégale d'intérêt, sont concernés. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que la jurisprudence a évolué, les publics concernés sont passés du simple fonctionnaire, ensuite à celui qui a la délégation de service public, ensuite à l'élu, et même celui qui influence l'élu peut être concerné par cette affaire. Alors cependant, et c'est là où il serait intéressant de suivre l'affaire que vous évoquez, parce que le juge a quand même, au nom du principe de sécurité juridique, balisé et a quand même émis 3 conditions. Alors, 4 conditions. La première, bien sûr, qu'il y ait un lien avec une mission de service public, mais surtout, il doit être montré la matérialité ou la moralité de ce qu'on appelle un intérêt dans l'opération. Donc, il faut faire la preuve que l'individu a eu un intérêt dans l'opération. Deuxième élément. Troisième élément, qu'il y a eu acte d'ingérence. Ça veut donc dire qu'il a profité de son statut pour pouvoir s'ingérer dans une responsabilité dont il n'avait pas forcément été investi au départ. Enfin, il y a le 4e et dernier élément, c'est ce qu'on appelle l'expression de la volonté, c'est-à-dire le fait sciemment, alors même qu'il était en connaissance de cause, d'avoir mis en place une procédure qui était dolosive, hein, c'est-à-dire qui s'écartait des normes juridiques ou réglementaires en vigueur. Et donc, les juges, quand ils ont à se prononcer, c'est la raison pour laquelle l'affaire a été mise en délibéré, regardent la concomitance de ces 4 éléments, sachant qu'ils ne sont pas cumulatifs. Il suffit qu'un seul de ces 4 éléments figure dans les éléments du dossier pour que le juge puisse effectivement consacrer la prise illégale d'intérêt. Donc, il faut attendre, mais il faut aussi savoir que nos élus en particulier, mais ceux qui travaillent avec les collectivités, sont de plus en plus confrontés à cette difficulté, en tout cas à cette réalité. Et maintenant, lorsque l'on met en place des procédures, il faut s'entourer de juristes suffisamment éclairés pour attirer l'attention entre peut-être des choix politiques qui tendent à favoriser ceux qui ont des appuis ou des soutiens politiques et la réalité de la gestion qui doit être celle de l'intérêt général. C'est le rôle des juristes dans les collectivités. Très bien, merci pour ces précisions. Notre programme s'achève. On va remercier les téléspectateurs d'être toujours fidèles à ce rendez-vous sur Éclair TV. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, 20h. Merci de nous suivre et puis que la nuit vous soit douce. Au revoir. Au revoir.